Ils ont tenté de forcer un consulat étranger en plein territoire américain. Voilà le paradoxe. Les États-Unis se présentent comme un État de droit, mais à Minneapolis, des agents fédéraux ont essayé d'entrer sans autorisation dans le consulat de l'Équateur. Pas une rumeur, pas une théorie, un fait rapporté officiellement par l'Équateur lui-même. Et si cela peut arriver là, maintenant, la question n'est pas pourquoi, mais jusqu'où. Parce que ce genre d'acte ne concerne pas seulement la diplomatie ou le droit international. Il concerne la ligne invisible qui protège chacun de nous quand le pouvoir frappe à une porte qu'il n'est pas censé ouvrir. À l'intérieur du consulat, des ressortissants équatoriens. À l'extérieur, des agents de l'ICE. Des voix s'élèvent « Get out of here ». Les agents reculent. L'incident s'arrête, officiellement. Mais voici la partie que beaucoup ignorent. Ce moment n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une séquence beaucoup plus large, plus rapide et bien plus inquiétante. Et une fois qu'on voit cette séquence, il devient impossible de regarder ces images de la même façon. Ce qui s'est produit ce matin-là est présenté comme un incident ponctuel, une tentative d'entrée, un refus, des agents qui repartent. Mais réduire cette scène à quelques minutes de tension devant un bâtiment officiel, c'est rater l'essentiel. Selon la déclaration de l'Équateur, l'agent de l'ICE a tenté d'entrer vers 11 heures sans autorisation et l'accès a été immédiatement bloqué par le personnel consulaire, déclenchant des protocoles d'urgence. Une note de protestation diplomatique est déposée dans la foulée. Un consulat, un agent fédéral, une tentative d'accès refusée, une protestation officielle. Inférence. Ce n'est pas un accident administratif, c'est un signal. Parce que cet épisode arrive au moment même où, dans la même ville et ailleurs, des opérations de l'ICE se multiplient, où des personnes cherchent refuge, y compris dans des espaces censés être inviolables. La vraie question n'est donc pas « que s'est-il passé ?», mais « pourquoi maintenant ?» Et surtout, pourquoi cette ligne rouge a-t-elle été testée ici? C'est là que l'histoire cesse d'être locale, et c'est précisément là qu'elle commence à s'accélérer. Voici l'élément central que l'on ne peut pas contourner. Cet accès n'était pas autorisé. Ce n'est pas une interprétation politique, c'est écrit noir sur blanc dans la communication officielle équatorienne. Le consulat affirme qu'un agent de l'Immigration and Customs Enforcement a tenté d'entrer dans les installations et que l'entrée a été immédiatement empêchée par les autorités consulaires, déclenchant des protocoles d'urgence. Sur les images, on n'entend pas un débat juridique. On entend une injonction directe « Get out of here ». L'agent est repoussé, l'entrée est bloquée, les personnes à l'intérieur restent protégées. Inférence. Quelqu'un a jugé acceptable de tester cette limite en temps réel, face caméra, et remarque ce qui manque, aucune autorisation présentée, aucun mandat montré, aucun responsable affirmant publiquement « Nous avions le droit d'entrer ». Ce silence est important, parce que lorsqu'un État agit dans un cadre légal clair, il le dit. Ici, la scène se termine sans justification, sans explication immédiate et avec une crise diplomatique déclenchée quelques heures plus tard. Ce n'est pas juste ce qui a été fait qui compte, c'est ce qui n'a pas été défendu. Et à partir de là, la pression monte très vite. À partir de ce point, la situation ne se stabilise pas. Elle s'aggrave parce que pendant que l'incident du consulat déclenche une protestation officielle de l'Équateur, d'autres images commencent à circuler ailleurs, presque en parallèle. À Baltimore, dans un centre de détention de l'ICE situé au 31 Hopkins Plaza, des images montrent environ 50 personnes entassées dans une cellule, sans lit, sans sanitaire visible, pas une rumeur, une vidéo, des corps serrés, des visages immobiles, une scène qui ne ressemble plus à une exception, mais à une routine. Des images fuitées montrent des conditions de détention extrêmes dans un centre de l'ICE à Baltimore. Inférence, ce qui devait être temporaire devient structurel. Et ce schéma n'est pas nouveau. À chaque fois, le même mécanisme. Une action est dénoncée, puis une autre, plus grave, apparaît ailleurs. Et au lieu d'un recul, on observe une normalisation. Ce qui aurait déclenché une crise majeure il y a quelques années devient un élément parmi d'autres dans le flux quotidien. Mais voici le basculement. Ces images ne concernent plus seulement des lieux fermés ou lointains. Elles commencent à sortir, à être filmées, à être entendues. Et une fois que ces scènes deviennent visibles, le contrôle du récit commence à glisser.
Puis tout s'empile, très vite, presque sans respiration. D'abord, ces images venues du Texas, du centre de détention de Diley. Des avocats tentent d'entrer pour voir leurs clients. L'accès leur est refusé. Des élus, sénateurs et membres du Congrès se présentent à leur tour, refusés aussi. Depuis l'extérieur, on entend des cris, des appels à l'aide. Quand un drone survole le site, les détenus apparaissent en tenue uniforme, alignés, filmés d'en haut. La scène choque par sa froideur. Des avocats et des élus se voient empêcher l'accès à un centre de détention, tandis que des cris sont audibles depuis l'intérieur. Inférence. Le système se ferme au moment même où la surveillance augmente. Puis à Minneapolis, encore. Des journalistes filment ce qui ressemble à une zone de guerre. Des agents de la Border Patrol tirent des munitions dites moins létales à courte distance, des projectiles capables de mutiler. Ce n'est pas une métaphore. Des reporters sont visés pendant qu'ils documentent. Les événements ne ralentissent pas, ils s'accélèrent. Chaque tentative de contrôle produit plus d'images, plus de témoins, plus de friction. Et à ce stade, une question devient impossible à éviter. Que se passe-t-il quand cette dynamique ne rencontre plus aucune limite claire? À ce moment précis, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle devient physique. Une reporter de Status Quo, Tina Berg, est filmée à Minneapolis alors qu'elle couvre ces opérations. Sur les images datées du 25 janvier, on la voit repoussée, projetée au sol, puis exposée à des substances irritantes. Sa voix se brise. Elle répète qu'elle n'arrive plus à respirer. Autour d'elle, ses collègues tentent de l'aider à se relever, à s'éloigner, à sortir de la zone. Une journaliste est bousculée, exposée à des agents chimiques et filmée en détresse respiratoire pendant qu'elle exerce son travail. Inférence. Documenter devient en soi un acte à risque. Et remarque le glissement. On n'est plus dans une opération ciblée, ni dans un espace fermé. On est face à des caméras, face à des journalistes identifiés comme tels, et pourtant, la pression continue. Aucun recul visible, aucun arrêt immédiat. C'est là que le récit change de niveau. Parce que lorsque même ceux qui montrent ce qui se passe deviennent des cibles, la question n'est plus seulement « que fait l'État ?» Elle devient « qui peut encore observer sans être touché ?» Et ce déplacement du risque ne s'arrête pas là. Il s'étend silencieusement vers des gens qui n'avaient jamais imaginé se retrouver au centre de ce genre de confrontation. Et c'est là que l'impact humain apparaît, sans filtre. Pas à travers des chiffres, mais à travers des voix. À Minneapolis, lors des manifestations contre les opérations de l'ICE, un homme déguisé en morse prend la parole. Ce détail peut sembler anecdotique. Il ne l'est pas. Il dit qu'il n'était pas politisé, qu'il passait son temps à jouer aux jeux vidéo, qu'il n'avait jamais manifesté et que ce qu'il a vu dans sa ville l'a forcé à sortir de chez lui. Ce manifestant explique face caméra qu'il n'était pas politique avant ces événements et qu'il est venu soutenir sa communauté après ce qu'il a observé. Inférence. Le seuil de tolérance ordinaire est en train de céder. Il précise aussi pourquoi il pouvait jusque-là rester à distance. Blanc, homme, sans crainte immédiate. Et pourtant, quelque chose a changé. Ce n'est plus une cause abstraite. Ce n'est plus le problème de quelqu'un d'autre. C'est devenu une question de présence, de responsabilité, presque de conscience. Et quand des personnes qui n'avaient rien à gagner à s'exposer commencent à le faire, ce n'est jamais anodin. C'est souvent le signe que le système a commencé à toucher bien au-delà de sa cible initiale. Ce déplacement-là est lent, mais il est profond. Et une fois enclenché, il est très difficile à inverser. À ce stade, il faut prendre de la hauteur, sortir de l'émotion sans l'effacer. Parce que ce qui relie le consulat, les centres de détention, les journalistes visés et ces citoyens soudain mobilisés, ce n'est pas le chaos. C'est un mécanisme, un système qui fonctionne par pression, vitesse et spectacle. Les opérations s'enchaînent, les images choquent, les réponses officielles tardent et pendant ce délai, le fait accompli s'installe. Les actions décrites se produisent rapidement sur plusieurs lieux avec une exposition médiatique croissante. Inférence. La rapidité devient une stratégie, pas un effet secondaire. Plus les événements s'accélèrent, plus il devient difficile de les encadrer juridiquement en temps réel. Les protestations arrivent après, les enquêtes aussi. Entre-temps, le message implicite est envoyé.
L'action précède la règle. Et ce message ne vise pas seulement les personnes ciblées par l'ICE, il vise aussi ceux qui observent, ceux qui filment, ceux qui hésitent encore. Ce n'est pas une dérive désorganisée, c'est un rapport de force. Tester jusqu'où on peut aller avant qu'une limite tangible apparaisse. Et tant que cette limite reste floue, le système avance. C'est pour cela que cette séquence ne ressemble pas à une crise passagère. Elle ressemble à une phase. Et une phase, par définition, mène quelque part. Reste à savoir où. Et maintenant, la trajectoire se dessine. 2 chemins apparaissent et aucun n'est théorique. Le premier est déjà en mouvement. Les opérations continuent. Les contestations s'accumulent après coup. Les images se multiplient, mais sans frein immédiat. Dans ce scénario, chaque nouvel incident devient plus facile que le précédent parce que le précédent n'a pas réellement été stoppé. La ligne rouge n'est plus une ligne. C'est une zone floue. Malgré les protestations diplomatiques et les dénonciations publiques, les opérations de l'ICE et de la Border Patrol se poursuivent sur le terrain. Inférence, l'absence de conséquences rapides renforce l'élan. Le second chemin est plus instable. Il repose sur la réaction. Des procureurs locaux annoncent désormais une coordination nationale pour documenter les entrées sans mandat, les détentions illégales, les tactiques coercitives, avec l'objectif explicite de poursuites futures. Pas demain, pas sur le moment, mais plus tard, quand la fenêtre politique changera. Et c'est là que l'incertitude devient centrale, parce que ces 2 dynamiques avancent en parallèle. L'action immédiate d'un côté, la mémoire juridique de l'autre. La question n'est pas laquelle existe. La question est laquelle atteindra son point de rupture en premier. Car une chose est sûre, le prochain mouvement ne sera pas improvisé. Il est déjà en préparation. Et quand il arrivera, il redéfinira tout ce que tu viens de voir. Si on prend du recul, une vérité s'impose. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un consulat, ni même celle de l'ICE. C'est l'histoire de ce qui se passe quand les règles existent encore sur le papier, mais commencent à vaciller dans la pratique. Un agent tente d'entrer, on le repousse, des images sortent, des protestations suivent, et pourtant, le système continue d'avancer, par inertie, par habitude, par calcul. Chaque événement présenté respecte une séquence réelle, documentée, datée, filmée. Inférence. Ce n'est pas l'exception qui est inquiétante, c'est sa répétition. Voilà le point clé. Le pouvoir ne s'impose pas toujours par un grand basculement spectaculaire. Il glisse, il teste, il normalise. Et souvent, on ne réalise que la frontière a été franchie qu'une fois qu'elle est déjà loin derrière nous. Le consulat de Minneapolis n'est pas la fin de l'histoire. C'est un signal, un marqueur, un moment où quelque chose a été tenté puis intégré au flux. La vraie question n'est donc pas ce qui vient d'arriver. C'est ce qui deviendra banal demain si personne ne relie les points aujourd'hui. Et cette analyse ne s'arrête pas ici, parce que la suite se joue déjà hors caméra, dans les décisions qui n'ont pas encore été annoncées. Si tu veux comprendre ce qui vient ensuite et comment ces mécanismes évoluent quand l'attention retombe, reste ici. Ce n'est que le début.